à la façon dont ils perçoivent le monde. Par exemple, il est impossible pour eux de percevoir la Terre comme ronde, hein. Pour eux, c'est un concept absolument. Et bien, si on ne tient pas compte de les représentations qu'ils ont du monde et de la conscience qu'ils ont du monde, eh bien, on peut non seulement bouleverser leur nuire, mais en même temps, ça n'a aucune efficacité. Donc la première chose que nous faisons, c'est toujours quelque chose qui relève de la rencontre de ce monde de l'oralité, d'être attentif à ce qu'il est et d'essayer d'établir une pédagogie qui lui est accessible et compréhensible. Alors on faisait des choses très intéressantes, notamment on avait des modules de réflexion sur les causes, les conséquences et les remèdes à la désertification. Alors ça a amené les paysans à réfléchir sur le pourquoi. C'est-à-dire que ça les obligeait à analyser ce qui leur arrivait, à analyser leur propre situation. Et quand ils analysaient, alors ça tombait dans il y a la désertification parce que nous avons transgressé, que nous n'avons pas respecté les ancêtres, que ça peut être tous les arguments possibles et imaginables, parce que nous avons envoyé nos enfants à l'école des Blancs, parce que, etc. Donc tout ça relève en quelque sorte de cette perception qu'ils ont, parce qu'ils sont, eux, dans un ailleurs qui n'a rien à voir avec le nôtre. Donc si on n'est pas précautionneux par rapport à ça, ben ça une fois, il y en a un qui m'aborde en me disant, moi, du compost, je ne peux pas en faire. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que tu n'as pas d'eau, parce que tu n'as pas de matière. Il dit, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le compost, mais je ne peux pas le faire. Alors, je suis un peu étonné. Je dis, mais tu ne veux pas? Si, je voudrais bien. Enfin, il a fini par me dire que faire une fosse sous forme de tombe, c'est tabou. C'était simplement ça. Et ça, il y aurait la liste des blocages qui sont liés simplement à la représentation serait énorme. Et si on ne tient pas compte de ça, à ce moment-là, je lui dis, bah, c'est pas grave, tu fais un compost rond, ça n'a aucune importance. Mais si on n'avait pas été attentif, eh ben, on passait à côté. Voilà. Donc c'est ça pour dire globalement, entre la pensée du monde occidental, du monde dit moderne, et la pensée du monde de l'oralité, ça n'est pas la même chose, et que si on ne tient pas compte de cela dans le respect de cette oralité, et puis on ne tient pas compte de ce facteur-là, eh bien on bouleverse. D'ailleurs, s'il y a des échecs aujourd'hui, malgré les investissements énormes de transfert du nord vers le sud, et qu'on a, non seulement on n'a pas résolu le problème de la faim de ces paysans, mais on a aggravé leur situation sous le prétexte qu'on allait les aider. Et donc si on ne tient pas compte de tous ces facteurs-là, c'est catastrophique. Et redonner la dignité du paysan, moi je commence toujours par dire, mais vous êtes ceux qui sont indispensables. Tout le monde peut faire grève. Vous n'avez pas le droit de faire grève. Parce que si vous faites grève, tout le monde meurt de faim. Donc vous vous rendez compte du rôle que vous avez? Alors on vous méprise, alors que vous êtes les nourriciers, vous êtes ceux dont qu'une société ne peut se passer. Alors tout ça, cette réhabilitation du paysan, libérer sa parole aussi, lui faire, lui faire exposer son expérience propre, ses connaissances propres. Très souvent, bah, c'était quand on était face à un problème, on le posait. Et les gens allaient chercher dans leur tradition. Ils disaient, mais nous, quand il y avait ce problème-là, ben, voilà, nos pères faisaient comme ça, nos grands-pères faisaient comme ça, voilà comment on a solutionné les choses. Et de ce fait, eh bien, ce respect de l'être humain, commencer par la conscience de l'être humain, est indispensable. C'est d'abord respecter et aimer l'autre que de le faire adhérer, non pas parce qu'on va l'endoctriner, mais parce qu'on va solliciter sa propre compréhension, sa propre intelligence et sa propre conscience. Et heureusement pour nous, on est des gens pratiques, et ensuite il va vérifier si ce que nous lui disons est vrai ou pas. Et les résultats, ben, ils vont voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Si je propose du compost et que ça marche pas, ben, évidemment, c'est fini. Si je propose quelque chose et que ça marche, eh ben, il y a une adhésion, et par le fait même que je suis moi-même paysan, ça ajoute quelque chose. C'est-à-dire que quand je projetais des photos en leur disant, ben voilà,
ce que je vous dis, je ne me contente pas de le dire, je peux vous assurer que c'est ma propre vie, que je l'ai fait moi-même, eh bien ça change tout par rapport à des théoriciens qui circulent et qui leur ont fait plus de mal que de bien. Mais ils étaient déjà conscients à l'époque que le système intrants et pesticides ne fonctionnait pas. Bien entendu, ils avaient bien vu qu'ils se ruinaient avec les intrants, enfin, avec les pesticides, avec les engrais. Ils disaient souvent les engrais dessèchent le sol, sont nuisibles. Ils étaient tout à fait conscients de ça, mais ils étaient pris dans un traquenard, dans un piège, comme l'ont été les paysans du monde entier, de par un système, c'est un système incroyablement dur et disons, qui a en fait éradiqué le monde paysan. C'est le même rouleau compresseur, c'est la même logique forgée par une idéologie du productivisme, etc., de la technologie et de la chimie, qui en fait est en train de détruire la paysannerie globale du monde. C'est pas une question de nord-sud. Et puis ça me fait souvenir aussi qu'à un moment donné, c'est peut-être pas rigolo à dire, mais c'est quand même la vérité. Ton travail au Burkina Faso ou en Afrique de l'Ouest, il n'a pas été facilité par René Dumont, qui à l'époque était complètement en productivisme, c'est ça? Oui, j'ai eu malheureusement de conflits et d'incompréhension avec René Dumont. Enfin, ça ne m'a pas trop gêné parce qu'en fait, ce qui était reproché, il a eu toutes sortes de mérites, Dumont, mais je veux dire, ce qui lui a été reproché, c'est de dire, bah, écoutez, vous n'arrêtez pas de nous parler de choses, mais Pierre Rabhi nous offre des solutions. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Lui, il nous offre des solutions, et nous, ce qu'on entend, c'est des solutions. Donc, de ce fait, il y a une espèce de conflit. Bon, j'ai pas voulu non plus aggraver ce conflit, compte tenu que bon, ben, j'avais ma voie tracée, je savais ce que j'avais à faire. Mais c'est sûr que l'esprit du productivisme n'est pas adapté, n'est adapté nulle part, et encore moins à des pays qui sont dans la précarité. On voit quand même le fossé qu'il y avait, parce qu'à l'époque, René Dumont était quasiment en train de briguer, ou du moins de se présenter à la présidence Oui, verte, quand même écolo. oui, Et malgré tout, il était en train de faire passer le productivisme, les intrants et les pesticides en Afrique. Donc oui, on voit quand même ce fossé qui existe, hein, le problème du paradigme occidental. Tu ne oui. crois pas? Bah oui. C'est gravissime. Ah oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup à... C'est-à-dire qu'il y a des... la notion de développement a toujours servi de cheval de Troie pour faire passer sous de bonnes intentions, pour en fait propager l'idéologie du productivisme sous de bonnes intentions. Et le développement, c'est pour ça que j'hésite même à utiliser le terme développement, parce qu'il est très ambigu. Il est lié en fait à une option occidentale. Ah, ça continuera à marcher. Tu peux le remettre tranquillement. Vraiment, Oui, lui, il coupe là-dedans, tout ça, oui. Ça. Oui, il est important un petit peu de démystifier cette histoire de développement en la décryptant. Le développement est né par la société occidentale. Il semblerait que ce soit d'ailleurs le président Truman qui, dans son discours d'investiture, aurait parlé en premier de la notion de sous-développement, partant du principe que la planète entière devait suivre le modèle occidental. Et que, comme l'Église disait, pas de salut sans l'Église, l'idéologie moderniste disait pas de salut sans la modernité. Et du coup, les nations étaient invitées en quelque sorte à besogner pour augmenter le produit national brut de leur pays. Et c'est ainsi qu'on a fait toute cette classification de la prospérité des nations à partir de leur produit national brut. Seulement, on a intégré que ce qui est indexé sur l'argent. C'est-à-dire que ce qui n'est pas indexé sur l'argent n'est pas considéré comme richesse. C'est richesse convoitée, mais ça devient richesse à partir du moment où c'est un tarif. Un arbre, c'est une richesse, mais il n'est pas une richesse tant qu'il n'a pas été coupé, vendu, etc. Donc du coup, ça a occulté toute cette économie informelle qui est absolument la base à partir de laquelle l'économie formelle peut exister.